Dans la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés à la période de la République de Chine, qui va de 1912 à 1945. Jusqu'ici, les seules références au terme Qigong ont été retrouvées pour la première fois dans un ouvrage sur l'alchimie interne taoïste, le Ling Jianzi, attribué au taoïste Xuxun, à la dynastie des Jin orientaux, il y a environ 1700 ans. Ici, l'emploi du mot Qigong est purement métaphysique et n'a rien à voir avec sa définition actuelle. Il faut attendre le XXe siècle pour retrouver d'autres traces. En 1900, dans le titre d'un chapitre d'un livre intitulé Yuan Hepian, écrit par Jue Cheng, puis en 1931 dans un autre livre intitulé Explication détaillée du Yi Qigong, écrit par Wang Julin, et enfin à 2 reprises par des médecins qui pratiquaient les techniques de soins taoïstes et bouddhistes, par Dong Rao en 1934 dans Traitement de la tuberculose par la thérapie du Qigong. Ici, la thérapie du Qigong avait été utilisée pour traduire le mot pneumathérapie, et par Fan Gongpu en 1938 qui a publié le dossier expérimental du traitement du Qigong. On pouvait parfois trouver le terme Qigong dans des cercles d'arts martiaux, où il était l'équivalent du terme Lian Qi, affiner le Qi, mais c'était beaucoup plus rare. Ces quelques traces restent donc anecdotiques. On utilisait plutôt d'autres termes dont le plus connu est Daoyin. On pouvait aussi le retrouver sous d'autres termes comme Qin Qi, Lian Dan, Qigong et Neiyang-gong. Si on prend Neiyang-gong par exemple, il signifie nourrir l'intérieur. C'est une pratique qui consiste à mettre son intention dans la respiration et dans le dantian inférieur, le champ de cinabre inférieur situé dans le ventre. La pratique du Neiyang-gong est transmise de génération en génération dans la région du Hebei, en particulier dans la famille de Liu Duzhu, depuis la fin de la dynastie Ming vers 1644. Il en est le 5e héritier. C'est justement cette méthode que Liu Duzhu a enseignée à son neveu Liu Guizhen en 1948, quand il l'a vu débarquer avec la peau sur les os. Il pesait à peine 36 kilos. Liu Guizhen était un cadre du Parti communiste à qui on a diagnostiqué un ulcère, la tuberculose et la neurasthénie. Il était pour ainsi dire foutu. Le parti l'avait renvoyé dans sa campagne pour finir ses jours. Quelle fut alors la surprise des cadres du parti en voyant revenir Liu Guizhen 3 mois après, complètement guéri. Nous sommes au début des années 50. La République populaire de Chine vient tout juste d'être créée. La révolution chinoise de 1911 renverse l'empire. La République de Chine est proclamée le 1er janvier 1912 et Sun Yat-sen devient le premier président de toute l'histoire de Chine. Il est considéré comme le père de la Chine moderne. Il a vécu à Hawaï et a obtenu un diplôme de médecine occidentale à Hong Kong, où il a exercé en tant que médecin en médecine occidentale. Les années qu'il a passées à Hawaï l'ont poussé à développer un grand intérêt pour le système économique américain. Il s'intéressait particulièrement à Abraham Lincoln, le premier président républicain de l'histoire des États-Unis. Sun Yat-sen accède au pouvoir avec l'objectif de faire de la Chine une nation moderne en supprimant les symboles liés à l'ancien régime impérial. Parmi ces symboles, on a la médecine chinoise. Elle n'était pas compatible avec un nouveau pays basé sur des connaissances modernes et scientifiques. À partir de là, l'État a tout fait pour remplacer la médecine chinoise par une médecine moderne. En 1913, le ministre de l'Éducation en personne, Wang Daxie, a déclaré que le gouvernement était déterminé à supprimer la médecine chinoise. Heureusement que plusieurs mouvements de protestation à travers le monde entier ont fait en sorte de limiter la casse. Malgré ça, la médecine chinoise est restée dans le viseur du gouvernement en place. Ils ont commencé par retirer la médecine chinoise du système de l'enseignement médical des universités. Et en 1929, Yu Yongxiu, un médecin qui avait étudié la médecine chinoise puis la médecine occidentale au Japon, était opposé à la médecine chinoise. Il est membre du comité spécial de la santé du ministère de l'Intérieur du gouvernement national. Lors de la première session du comité central de la santé, il a proposé l'abolition de la vieille médecine pour supprimer les obstacles à la médecine et à la santé. Pour pouvoir justifier ses propos, il avance selon lui 4 raisons. Les théories de la médecine chinoise sont toutes absurdes et grotesques. La méthode d'époux de la médecine chinoise est dérivée de l'école de Weihu et se trompe elle-même. La médecine chinoise est incapable de prévenir les maladies épidémiques et la théorie pathogène de la médecine chinoise empêche la scientifisation. Cette proposition a été adoptée par les autorités. Des représentants de la médecine chinoise venus de tout le pays se sont réunis à Shanghai pour obliger l'État à revenir sur sa décision. Et c'est dans ce climat hostile à la médecine chinoise et aux anciennes traditions qu'on entre en 1949 dans l'ère de la République populaire de Chine, qui aujourd'hui encore tient les rênes du pouvoir. Ce changement de régime n'empêche pas le nouveau gouvernement de continuer à s'acharner contre la médecine chinoise.
En 1952, le ministère de la Santé a publié un document déclarant que les médecins qui pratiquent la médecine chinoise n'avaient plus le droit d'exercer à l'hôpital. Mais un haut cadre du gouvernement s'y est opposé et a même viré le ministre de la Santé. Et ce cadre n'est autre que Mao Zedong. Mao et les autres dirigeants du parti ont changé leur fusil d'épaule vis-à-vis de la médecine chinoise. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de médecins formés à la médecine occidentale pour répondre aux besoins de la population. Ils ont réquisitionné les médecins de la vieille médecine comme ils l'appellent. Ils ont souhaité la réhabiliter mais aux côtés de la médecine occidentale pour les faire collaborer et créer une nouvelle médecine. En 1954, c'est la création du Centre national de recherche pour la médecine chinoise. Et en octobre 1958, Mao va jusqu'à affirmer que la médecine chinoise est un immense trésor. Il faut l'amener à la lumière et la mettre encore davantage en valeur. On a aussi des campagnes avec des slogans comme « La médecine occidentale devrait apprendre de la médecine chinoise ». Et tout ceci conduit à un statut et un salaire plus élevés pour les médecins de médecine chinoise, à leur réhabilitation dans les hôpitaux, à l'utilisation et au développement des plantes médicinales, à la réédition des grands classiques et à la création de nombreux instituts de recherche dans des domaines connexes. Mais pour garder les valeurs du communisme et l'esprit de modernité qui tranche avec l'ancien empire, l'accent a été mis sur la suppression de toutes les pratiques superstitieuses qui faisaient partie de la médecine chinoise, à savoir les pratiques chamaniques et religieuses qui utilisaient les incantations, les talismans, les mantras et les exorcismes. Et c'est dans ce contexte de réhabilitation de la médecine chinoise et des pratiques anciennes de santé qu'on retrouve notre ami Liu Guizhen. L'année qui suit sa guérison miraculeuse, il est affecté au sanatorium des cadres locaux de sa région et a commencé à enseigner le Neiyangong aux patients. Les résultats sont spectaculaires, jusqu'à attirer l'attention du département de la santé de la province du Hebei. Mais pour que sa pratique puisse faire partie du système médical, elle devait remplir 2 critères. 1. Il fallait une histoire élaborée dans le cadre du patrimoine médical de la mère patrie. Et 2. Il avait besoin de preuves scientifiques de son efficacité en tant que thérapie. Pour y parvenir, il devait nier les origines taoïstes, bouddhistes et chamaniques du Neiyangong et des autres pratiques du même type. L'État chinois les qualifiait de pratiques obsolètes, arriérées, féodales et primitives. C'était une mission quasiment impossible. Mais Liu Guizhen n'avait pas trop le choix. Il monte son équipe en y intégrant son oncle. Et pour répondre à ce cahier des charges imposé par le parti, un des membres de l'équipe, Huang Yueting, a suggéré d'utiliser le terme Qigong, car le Qi se réfère à la fois à l'oxygène Yang Qi en médecine occidentale et au Qi originel Yuan Qi en médecine chinoise. La suggestion de Huang Yueting a été approuvée par le directeur du bureau médical local et validée par Duan Huixuan, chef du département de la santé du Hebei. Chen Tao, le fondateur du sanatorium de Shanghai, va aussi valider ce choix en ces termes. Si on considère le Qi comme signifiant certains phénomènes de l'activité du système nerveux, on peut facilement le comprendre. Mais si on insiste en disant que c'est l'effet dans le corps du mystérieux Qi cosmique, il sera impossible de se libérer d'un revêtement mystique. Et c'est donc ainsi qu'est né le terme Qigong, un consensus pour faire cohabiter 2 médecines et qu'on aura dépouillé de son essence, à savoir ses origines chamaniques, taoïstes et bouddhistes. Et pour que le Qigong soit totalement accepté par le Parti communiste, il fallait que le Qigong se conforme à la maxime de l'État qui était « les travailleurs sont les maîtres de l'histoire ». Certains docteurs en médecine chinoise ont soutenu que la thérapie par le Qigong, Qigong Liaofa, est née de la connaissance des grands travailleurs, mais malheureusement, elle aurait été exploitée par le bouddhisme et le taoïsme et enveloppée de superstitions et de mystères. D'autres ont simplement obscurci tout lien religieux en affirmant que l'origine du Qigong ne pouvait plus être établie. C'est en trahissant ce passé que l'État a pu reconnaître le Qigong comme faisant partie de la médecine chinoise. En 1955, Liu Guizhen a publié le premier article académique sur la thérapie par le Qigong dans le journal de la médecine chinoise où il a utilisé pour la première fois officiellement le terme Qigong. Le Qigong prend encore plus d'ampleur quand l'équipe de Liu Guizhen reçoit un prix en 1955. L'année suivante, Liu Guizhen reçoit la distinction de travailleur modèle. Lors de la Convention nationale des travailleurs modèles de Pékin, il a rencontré Mao Zedong. Depuis ce jour, il est invité à enseigner le Qigong à des personnalités comme Liu Xiaoche, qui sera élu à la présidence de la République en 1959. À partir de 1956, un certain nombre de sanatoriums de Qigong ont été créés. Les 2 plus importants sont ceux de Beidaihe et de Shanghai. On assiste pendant cette période à la publication d'articles, de revues et de livres dédiés à la thérapie par le Qigong. Les universités de médecine chinoise se mettent aussi à la thérapie par le Qigong. En quelques années, le terme Qigong a gagné l'acceptation du plus grand nombre et même certaines personnes qui étaient opposées à ce terme s'y sont résignées, comme Jiang Weiqiao, connu pour son livre Histoire du bouddhisme chinois, qui a déclaré « Le nom de thérapie par Qigong n'est pas approprié, mais comme il est devenu populaire, je dois l'accepter ». Focus sur les sanatoriums chinois. Ce sont des centres de repos médicalisés destinés aux cadres du parti.
Des sanatoriums et des cliniques vont introduire le Qigong dans le cadre de soins avec prescription en fonction de la maladie. Le traitement peut comporter des séances d'acupuncture, de massage et de pharmacopée. Plus de 70 unités thérapeutiques de Qigong sont mises sur pied dans toute la Chine. Le plus important des sanatoriums est celui de Beidaihe. Le Bureau central de la santé, un service gouvernemental chargé des soins de santé des dirigeants du pays, a réservé 30 lits sur les 100 lits du sanatorium. La plupart des patients admis par le bureau étaient des bureaucrates de haut niveau, des personnalités nationales bien connues et leurs familles, et des soldats qui avaient servi honorablement pendant la guerre sino-japonaise ou la guerre civile qui a suivi. Les 70 autres lits n'étaient ouverts qu'aux fonctionnaires du gouvernement, aux intellectuels et aux chefs des partis démocratiques. Ils n'étaient pas ouverts aux travailleurs ou aux agriculteurs. Et qui le gouverneur de la région a nommé pour être le responsable du sanatorium de Beidaihe? Liu Guizhen. Bien que le sanatorium ait recruté des médecins, des infirmières, des diététiciens diplômés des écoles de médecine occidentale, la plupart des traitements étaient basés sur le Qigong. En plus des soins médicaux, Liu Guizhen s'est engagé dans d'autres activités liées au Qigong, telles que la recherche, la formation des thérapeutes et la promotion des échanges nationaux et internationaux. Le sanatorium avait son propre centre de recherche. Liu Guizhen et son équipe de chercheurs ont regroupé de nombreuses pratiques et ont créé la théorie qui sera la base du Qigong que l'on connaît aujourd'hui. Il définit le Qigong comme intégrant la triple discipline. 4 méthodes étaient enseignées au centre de Beidaihe. Liu Guizhen faisait intervenir les plus grands spécialistes de tout le pays dans plusieurs disciplines, notamment en tai chi chuan, en acupuncture et en hypnose. 2 spécialistes en tai chi chuan avaient été embauchés par le sanatorium. Il faisait aussi intervenir des experts comme Zhu Qianquan, médecin dans l'armée pendant la guerre sino-japonaise. Il a étudié la médecine occidentale en Angleterre et en Allemagne. Il avait subi de graves blessures causées par une bombe. Aucun spécialiste de médecine occidentale n'avait réussi à le soigner. Le seul qui a réussi était maître Yongyan, avec les techniques de guérison de l'Emei Gong, une pratique venue du monastère du Sommet d'Or, situé comme son nom l'indique au sommet de la montagne Emei. Suite à sa guérison miraculeuse, Zhu Qianquan a étudié avec maître Yongyan pendant 13 ans. Zhu Qianquan a travaillé à l'Institut de médecine chinoise du Shaanxi où il faisait de la recherche sur la médecine chinoise et enseignait l'Emei Gong. On ne peut traiter de la création du terme Qigong sans évoquer le nom de Hu Yaozhen. On évoque moins son nom que celui de Liu Guizhen, mais il a joué un rôle important dans la diffusion du Qigong. Hu Yaozhen s'initie à la médecine chinoise et aux arts martiaux dès son plus jeune âge, auprès de grands maîtres taoïstes et bouddhistes. Maître Hu est considéré comme un des plus grands artistes martiaux de tout le pays. Il est aussi reconnu pour sa capacité à traiter ses patients par le Qigong. Il a créé sa propre forme de Qigong et en 1956, il devient le premier à faire une clinique dédiée au Qigong à Pékin. Le moment le plus marquant de l'histoire du Qigong. Octobre 1959, c'est la première conférence de partage d'expérience sur le Qigong en Chine. Elle s'est tenue à Beidaihe, qui regroupe 64 organisations, 17 provinces, municipalités et régions autonomes, 9 écoles de médecine et unités de recherche. Les participants se sont familiarisés avec les résultats de traitement de Qigong de plus de 20 maladies. Il en ressort de nouvelles façons de développer des techniques de Qigong de guérison et des objectifs ont été identifiés pour intégrer les connaissances traditionnelles chinoises à la pensée scientifique occidentale. Liu Guizhen y a évidemment été très actif, mais celui qui a marqué le plus les esprits était Hu Yaozhen. Tel l'expert en arts martiaux qu'il est, il observe en silence les différentes interventions des autres participants pendant plusieurs jours. Puis, quand vient son tour, il rentre en scène et scotche tout le monde par sa maîtrise du Qigong Liaofa. L'autre fait marquant qui a contribué à faire disparaître tout lien avec les origines traditionnelles et spirituelles du Qigong est la contribution de la Russie. Sous l'influence du mouvement national, à prendre de l'Union soviétique, les théories des scientifiques russes sont devenues très influentes, y compris dans le domaine médical. Le ministère de la Santé et l'Académie chinoise des sciences ont déclaré « La théorie pavlovienne est la seule théorie correcte à diriger le développement de la science médicale dans la Nouvelle-Chine. » Et pour coller à ça, ils ont utilisé les travaux d'Ivan Pavlov pour fournir une base moderne et scientifique au Qigong. En 1953, le ministère de la Santé et l'Académie chinoise des sciences ont parrainé un atelier d'études sur la théorie pavlovienne de 35 jours à Pékin, avec 22 professeurs, chercheurs et docteurs en physiologie, psychologie et médecine clinique. Ils ont fait en sorte d'expliquer les mécanismes de la thérapie de Qigong à travers les théories de Pavlov sur la réponse conditionnelle et l'hypnose.
Ils ont attribué l'efficacité du traitement de la neurasthénie par le Qigong à la stimulation du cortex cérébral par les exercices de Qigong. Et dans le cas de l'hypnose, selon Pavlov, les paroles de l'hypnotiseur stimulent le cortex cérébral des patients. Ils en ont donc conclu que le Qigong produisait les mêmes effets sur le cortex cérébral que l'hypnose. Les théories de Pavlov ont fourni ce qui serait une preuve scientifique pour crédibiliser le Qigong, balayant ainsi toutes les connexions possibles avec le bouddhisme, le taoïsme et le chamanisme. Après cette reconnaissance scientifique, le Qigong pouvait désormais faire partie du projet de modernisation de l'État et intégrer les institutions médicales. Tout se passait bien pour Liu Guizhen jusqu'au jour où, en 1964, il est impliqué dans l'affaire Zhu Qianchuan. Vous vous souvenez de Zhu Qianchuan, le médecin qui enseigne les Meigong? Liu Guizhen l'avait invité au sanatorium de Beidaihe. Zhu Qianchuan est soupçonné d'espionnage. Il aurait pris contact avec des cadres et des officiers pour voler des secrets d'État et militaires en utilisant le Qigong comme couverture. Il est condamné à 15 ans de prison, il est mort pendant sa peine. Les personnes liées à Zhu Qianchuan ont été soupçonnées. Liu Guizhen en faisait partie. On est au début de la révolution culturelle. Mao s'attaque à ce qu'il appelle les 4 vieilleries, pensées, coutumes, mœurs et culture ancienne. Le 8 août 1966, le comité central du Parti communiste adopte un texte qui appelle à une purge parmi les fonctionnaires du parti et les intellectuels afin de liquider l'idéologie bourgeoise. On ferme les universités. Des millions d'intellectuels formant ce qu'ils appellent la 9e catégorie puante ont été renvoyés dans les campagnes pour y être rééduqués par les paysans pauvres et dans les laogai, des centres de rééducation, l'équivalent des goulags soviétiques. Les médecins de médecine chinoise et les grands maîtres de Qigong étaient du voyage. Liu Guizhen, quant à lui, est accusé d'être le fondateur des grandes herbes toxiques du Qigong, ainsi que d'être un élément révisionniste contre-révolutionnaire. Il a été expulsé du parti, démis de ses fonctions de directeur du sanatorium de Beidaihe et envoyé dans un de ses goulags chinois. Certains prétendent qu'il paye ses relations avec les anciens membres dirigeants du parti, comme l'ancien président Liu Shaoqi, qui lui est accusé d'être le chef de file des révisionnistes. Il a été mis en prison, où lui aussi est mort pendant sa peine. Le Qigong est rétrogradé, il est considéré comme féodal, capitaliste et révisionniste. La même année, le sanatorium de Shanghai a été fermé et son directeur, Shen Tao, est démis de ses fonctions. Il est décédé 2 ans plus tard après de sévères critiques et une persécution constante des gardes rouges. L'année suivante, c'est au tour du sanatorium de Tangshan de fermer. Son personnel a été envoyé balayer les rues et nettoyer les toilettes publiques, tandis qu'une faction rebelle occupe le sanatorium de Beidaihe, lançant des critiques contre le Qigong et brûlant des livres de Qigong.